Oui, oui, oui. Merci à vous pour votre invitation confirmée malgré les conditions sanitaires. Merci à M. Vallée pour l'organisation qu'il a partagée avec vous de cette soirée. Je voudrais vous dire que je suis assez impressionné par le nombre d'entre vous qui a décidé de se mettre sur cet échange. Tout à l'heure, ils étaient près de 85, maintenant 75. 98. C'est un joli chiffre, donc ça veut dire que la nouvelle technologie... Ça démarre, pour l'instant, il est à 82. Moi, je voudrais juste vous dire ceci. Parmi les questions que m'avait communiquées M. Vallée avant la réunion avec les parents de terminale tout à l'heure, il y en a plusieurs qui sont de l'ordre de parents d'élèves de première. Et toutes portent sur un sujet, c'est n'est-ce pas un peu tôt? N'est-ce pas un peu tôt? C'est-à-dire qu'il y a parmi vous des gens qui se posent la question de savoir si c'est vraiment très utile, très nécessaire, superflu, selon les cas, que de s'intéresser à la procédure Parcoursup plus d'un an avant qu'elle ne se déroule pour vous. Alors c'est une réflexion que je comprends, mais je vais vite essayer de vous convaincre de l'intérêt et de répondre que non, c'est pas superflu du tout. Vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure que je vais exposer le déroulé de l'opération, que c'est vrai que vous avez du temps, en tout cas plus que le groupe à lequel je vais m'adresser, pour qui c'est dans quelques semaines, puisque ça ouvre cette année le 21 décembre. On y est dans un tout petit peu plus qu'un mois. Vous, ça sera fin décembre 2022. Donc, vous pourriez vous dire, on a le temps. Vous allez vous apercevoir que dans la construction des choix, la réflexion sur les critères de choix, et la construction des dossiers de candidature, c'est-à-dire les documents qu'il va falloir que vous mettiez dans les dossiers, il y a un certain nombre de choses qui demandent du temps, et pour lesquelles se réveiller en janvier ou février, même si le calendrier théoriquement vous permet de le faire, en pratique c'est très difficile. Donc on a toujours intérêt à se donner le temps de la réflexion dans ce domaine, sans forcément que ça devienne obsessionnel, mais au plus tôt j'y réfléchis, au mieux je peux me permettre de trouver les bonnes solutions. C'est-à-dire la bonne décision. C'est quoi une bonne décision? C'est évidemment une décision qui aboutit à une réponse favorable des établissements d'enseignement supérieur que vous avez demandé. Mais ces établissements seront nombreux. Parce que vous savez par exemple qu'en 2021, sur Parcoursup des élèves de terminale de cette année, 17 620 formations différentes demandent à ce que vous passiez par ce canal pour leur faire savoir que vous êtes candidat à l'admission. 17 620. Or, on vous demande une toute petite liste, une vingtaine maximum, et même 10. J'expliquerai la différence entre 10 et 20 dans un petit moment. Donc vous allez devoir choisir une dizaine de formations parmi plus de 17 000. C'est pas simple, c'est pas facile. C'est d'autant moins facile que parmi ces filières, certaines correspondront plus que d'autres à votre profil. Et donc, vous aurez d'autant plus de chances de parvenir à vous y faire admettre que vous ressemblerez à ce qu'on appelle les attendus, les portraits, la liste des compétences et connaissances qui sont attendues par les jurys. Et même lorsque la filière est non sélective, vous sachez qu'aujourd'hui, on classe les candidats partout. Et pas uniquement dans les filières sélectives. Donc il est très important que tout ça se prépare à l'avance. Par exemple, en fin d'année, lorsque notre enfant passera en terminale, on va lui demander d'exprimer un choix. S'il est en voie générale, quelle spécialité? Il en a choisi 3 en entrant en première, il ne peut en conserver que 2 en entrant en terminale. Et bien, faites très attention à ce choix, parce qu'il aura un impact sur les possibilités d'études supérieures. Si vous optez pour une filière dans laquelle vous supprimez par exemple les sciences de la vie et de la terre au profit de la physique-chimie, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'à la sortie, toute filière d'enseignement supérieur qui exige qu'on ait gardé les sciences de la vie et de la terre vous sera interdite d'accès. Je dis bien interdite. Et vous ne pourrez pas dire à ce moment-là, ah ben je ne savais pas. De l'importance de faire de l'anticipation. Pas facile, hein?
C'est même assez lourd à entendre, mais il faut que vous sachiez que ça se passe comme ça. Je vais vous donner un deuxième exemple. Au lycée, il y a 4 façons de faire des maths ou de ne pas en faire. Il y a d'abord, j'en fais à fond la caisse. Et même plus que dans l'ancien bac S. J'ai des combinaisons à mettre en œuvre, par exemple, la spécialité maths, 6 heures par semaine en terminale, le gros pavé. Et si j'en ai pas assez, je peux rajouter 3 heures de maths experte, qui est une option complémentaire mais facultative. Donc je peux aller à 9 heures. Je rappelle que les anciens S en faisaient moins. Ils en faisaient 7. Donc voilà, je me shoot aux maths. Mais je peux aussi me dire, la spécialité maths, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très exigeant, ça me suffit. Et dans ce cas-là, je ne prends pas les maths complémentaires. C'est pour ça, je m'étais Les maths trompée de experts. lien. Et c'est un choix libre de chaque famille, en fonction de l'offre de l'établissement. Je peux aussi me dire, moi, mon niveau requis en maths, compte tenu de ce que je veux faire après le bac, je n'ai pas besoin de maths obligatoires de type enseignement de spécialité. Si j'en avais fait en première, je laisse tomber et je prends une option facultative de maths complémentaire, qui grosso modo correspond au programme de maths de l'ancienne première ES et terminale ES. Et puis quatrième scénario possible, je peux dire, moi les maths, c'est ma phobie, je ne supporte pas. Le moindre tableau statistique me crée des crises urticaires. Je laisse tomber, je veux ne pas en faire du tout. Et dans ce cas-là, je ne prends ni les maths complémentaires, ni l'enseignement de spécialité de maths. Vous voyez, il y a 4 profils au choix. Et c'est vrai à Notre-Dame-de-la-Merci, comme c'est vrai dans tous les lycées. Soit j'en fais beaucoup, soit j'en fais de façon importante, soit j'en fais de façon moyenne, soit j'en fais pas du tout. Or, ce choix, vous le faites en entrant en terminale. Donc, vous allez avoir à le faire dans quelques mois. Posez-vous la question de savoir si ce choix correspond bien aux possibilités d'accès dans l'enseignement supérieur qui vont se présenter ensuite. Parce que si les maths sont obligatoires et que vous avez décidé de ne plus en faire, vous êtes barré à l'enfer. Si les maths qui sont requises sont des maths de type moyen, c'est peut-être pas la peine de vous shooter avec 9 heures par semaine et les programmes les plus compliqués qui soient, qui se font faire par ailleurs. Voilà. Il faut créer de l'adéquation entre les choix que vous faites. Dès la classe de première, et j'allais presque dire dès la classe de seconde, et votre vision de ce que sont les établissements d'enseignement supérieur qui vous attendent à la sortie. Donc vous voyez que ce n'est pas inutile du tout d'y réfléchir un an avant. Parce que ces choix, c'est maintenant que vous allez les faire. Le calendrier que vous aurez à vivre ne sera évidemment pas le même que celui de cette année. Chaque année, il est à peu près semblable. En gros, fin décembre s'ouvre la phase d'information. Alors cette année, c'est le 21. L'année dernière, c'était le 18. Bon, vous verrez. Mais c'est vraiment juste avant les vacances de Noël. Et cette phase d'information va vous permettre d'accéder à plusieurs choses. Le déroulé sur l'année, le calendrier, la liste des établissements qui recrutent sur Parcoursup, une fiche descriptive pour chacun d'entre eux, avec tous les détails, nom, adresse, localisation, conditions d'accès, droit de scolarité quand il y en a, programme d'enseignement, spécialisation en deuxième cycle, débouché des anciens diplômés, etc., etc. Descriptif, mais utile pour la réflexion quant au choix. Et puis une deuxième page descriptive pour chacune des formations. Je vous rappelle qu'elles sont 17 600. Les attendus. Donc, je voudrais m'arrêter un peu sur la fiche attendue. Regardez-la de près. Et le plus tôt possible si vous avez des projets. Parce que ça veut dire que chaque formation supérieure vous dit à l'avance à quoi ils ont besoin que ressemblent les candidats qui s'adressent à eux pour éventuellement y être admis. Ça se présente, les attendus, sous forme de 2 listes de compétences et connaissances que les élèves sont supposés avoir acquis au lycée. Donc, c'est des matières de base qu'il faut avoir choisies et dans lesquelles il faut avoir réussi.
C'est les notes, c'est les appréciations qualitatives des professeurs, c'est le classement des candidats dans la liste, c'est l'avis du chef d'établissement sur chacune des demandes exprimées par le candidat. Et puis il y a ce qu'on appelle les suppléments, j'allais dire d'âme. En tout cas, tout ce qui tient compte du développement personnel. Vous allez avoir des cases à remplir avec activités sportives, activités artistiques, activités associatives, activités citoyennes, les suppléments que vous pouvez avoir acquis en passant un brevet de secourisme, en ayant réussi un test d'aptitude en langue, et ainsi de suite. Et tout ça va figurer dans un dossier, un pour chacune des candidatures que vous exprimerez, et on va y ajouter un projet motivé. Le projet motivé, c'est quelque chose qui fait un peu peur et que les parents connaissent bien parce que la plupart d'entre eux ont vécu un exercice de ce type. C'est l'équivalent dans le secondaire de ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise la lettre de motivation. On va vous demander de rédiger un texte court, il faudra faire du synthétique, 1600 signes maximum. Les machines se grippent, c'est par informatique. Les machines se bloquent au 1600e signe, espace compris. Donc c'est très synthétique ce qu'on vous demande. Dire pourquoi vous voulez rentrer dans l'établissement en question. Qu'est-ce qui vous motive? Vous frappez à la porte d'une école supérieure de journalisme et recrutement niveau bac. Pourquoi? Et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Si vous avez le choix, quelles sont les raisons de ce choix? Et il va falloir vous y préparer. Attention, certains établissements considèrent, parfois à tort, parfois à raison, mais c'est leur droit de le penser, que 1600 signes, c'est un peu trop réducteur. Et donc ajoute une demande de lettre de motivation plus détaillée, qu'on va ajouter au dossier, voire convoque pour un entretien de motivation, et parfois pour un entretien en langue étrangère, parfois pour un double entretien. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les combinaisons sont possibles. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de classer les candidats pour chacune des formations que vous allez donner. Que la formation soit sélective ou pas, on classe tous les candidats. Alors, lorsque la sélection est sélective, les choses sont simples à comprendre. Si je souhaite rentrer dans une classe préparatoire, maths sup, maths spé, de type physique-chimie, on appelle des PC. Eh bien, c'est clair, des classes préparatoires de ce type, il y en a des dizaines en France. Elles sont classées en fonction de leurs résultats au concours, donc de notoriété plus ou moins grande. J'ai le droit d'en demander plusieurs. Lesquelles? La réponse m'appartient. Le danger, c'est de me bercer d'illusions en me demandant que les mieux classés, si je suis moi-même un élève pas assez bien classé. Si on veut l'excellence, il faut être excellent soi-même. Sinon, on court le risque de se retrouver avec des réponses négatives de tout le monde, alors que d'autres élèves, peut-être un peu moins prétentieux ou tout simplement moins aveugles, ayant fait la même demande pour la même classe préparatoire, mais dans un rang moins prestigieux que au palmarès et résultats, finissent par obtenir satisfaction et ils vous passent devant. Donc c'est tout un art très compliqué que de trouver le juste calibrage. Si je demande une classe préparatoire MP, il y en a 267 en France, j'ai le droit d'en demander 6. Lesquelles? Bon, je peux en demander qu'une, je peux en demander 2, je peux aller jusqu'à 6. Je ne peux pas aller au-delà. Si je demande les 6 premières dans le palmarès des résultats, et que je ne suis pas moi-même excellent, je n'en aurai aucune. Et ça sera trop tard pour revenir en arrière. Parce que les mêmes classes préparatoires que j'aurais pu avoir si j'avais été moins gourmand, mais plus proche de la réalité de mon bilan, auraient pu m'être servis, sauf que comme je ne les ai pas demandés, c'est pour les autres. Ce qui me fait dire souvent que l'orientation, c'est assez rabat-joie. Ça ne se contente pas de vous dire ce qu'il faut faire, ça se permet de vous dire aussi ce qu'on a intérêt à ne pas chercher à faire. Parce que la liste des vœux que vous allez pouvoir faire, elle est courte. 10 vœux simples, pouvant s'étendre à 20 avec ce qu'on appelle les vœux multiples.
Alors, je voudrais m'expliquer là-dessus. Imaginons que vous soyez candidat à Montpellier, à l'IUT, demander l'entrée en DUT, gestion des entreprises et des administrations, GEA. Si vous ne demandez que l'IUT de Montpellier, vous avez fait une candidature simple. Mais rien ne vous interdit d'ajouter un deuxième IUT pour la même section ailleurs, à Nîmes, par exemple, à Perpignan, à Toulouse, à Bordeaux, à Agen, à Limoges. Dans 105 IUT en France, vous pouvez en extraire jusqu'à 6. Si vous en demandez 5, vous aurez fait un vœu simple, le DUT, gestion des entreprises et des administrations, et 5 vœux multiples. C'est d'ailleurs le même dans 5 endroits différents. Et le cumul des vœux simples et des vœux multiples ne peut pas dépasser 20. Voilà pour les chiffres. Sachez en moyenne nationale que l'année dernière, les élèves de terminale demandaient 11 candidatures. Donc ils sont en général assez raisonnables. Mais ce n'est pas facile d'extraire d'une liste de 17 600 formations possibles, la dizaine qui sont faites pour moi, pour lesquelles moi je suis fait. Il faut que je dégage des critères d'appréciation d'entre elles en fonction de mon projet. Alors moi je vous invite à réfléchir à un certain nombre de critères qui sont les suivants. Premier critère, d'ordre, j'allais dire, quasi psychologique. Du point de vue de l'encadrement, de l'accompagnement personnalisé, si vous préférez, vous avez 2 catégories d'établissements supérieurs, au choix. Vous avez d'une part des filières à fort degré d'encadrement, qui d'ailleurs ressemblent beaucoup au lycée. Petits effectifs, généralement triés, donc plutôt de bon niveau, appel systématique des présences, 30 à 35 heures de cours par semaine, besoin d'un rendez-vous avec un prof, on l'a, bulletin, conseil de classe, ça envoie des informations aux familles, comme au lycée. Il y a des familles que ce genre de structure un petit peu square rassure. Vous les trouvez dans l'enseignement supérieur si elles vous conviennent. Les classes préparatoires, ça fonctionne comme ça. Les classes de BTS, les écoles, presque tout le secteur sélectif fonctionne comme ça. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez les filières peu encadrées, mais qui font appel très largement à votre capacité de travail autonome quant à la façon de construire votre parcours scolaire. Ça, c'est plutôt l'université. Un exemple, rentrée universitaire à Toulouse en droit. 1250 places dans l'amphi, 1250 étudiants. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas d'appel des présences. Comment voudriez-vous qu'on le fasse? Si un professeur donne un travail à faire, il ne va pas s'amuser à corriger 1250 copies. Il donne un travail que les élèves font ou ne font pas, c'est eux que ça regarde. Ils vont beaucoup leur dire travail autonome, ça veut dire en gros motive-toi par toi-même. Tu es dans un amphi de 1200 étudiants, il va falloir que tu te débrouilles avec ça. Et on voit des étudiants qui, dans ce genre d'univers qui leur fait totalement confiance, s'épanouissent et d'autres qui s'effondrent. Donc il faut bien y réfléchir à l'avance, parce qu'une fois qu'on est dedans, on a du mal à repartir à zéro. Pour lequel de ces deux modèles est-ce que je suis plus particulièrement fait? Sachant que pour 2 secteurs d'études, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes attiré par des études juridiques, alors le passage par la fac est quasi incontournable. Il y a très peu de formations courtes. L'objectif, c'est au minimum un master à bac+5. Et pour les carrières de la santé, c'est-à-dire médecine, pharmacie, odontologie, chirurgie dentaire si vous préférez, maïeutique, les écoles de sage-femme, massage, kinésithérapie aussi, on est pratiquement obligé de passer par un système universitaire. Il y a là, cas particulier, des monopoles de la formation supérieure
pour les plus hauts niveaux de responsabilité professionnelle qui passent par l'université et pas par ailleurs. Et pour le reste, les carrières d'ingénieurs, les carrières de l'armée, les carrières de la santé, autres que celles que je viens de citer, les carrières du management, les carrières du journalisme, les carrières de tout ce que vous voulez, vous avez le choix entre des filières à fort degré d'encadrement et les filières qui vous conduisent au diplôme, mais après un passage par un parcours d'études qui fait largement appel à votre capacité de travail. En gros, êtes-vous capable, sans vous noyer, d'entrer dans une fac de droit à 1200 étudiants au jour de la route? Est-ce qu'on peut éviter d'attendre que vous soyez dedans depuis 2 mois pour vous apercevoir que vous n'y avez pas votre place? Non pas parce que vous êtes nul, mais parce que les qualités personnelles attendues ne sont pas au rendez-vous de cette rencontre. Alors ça ne veut pas dire que moi j'ai tendance à dire qu'il faut forcément aller vers les filières à haut niveau d'encadrement. Je vais vous raconter, j'ai 2 fils, qui d'ailleurs, si je peux me permettre, grosso modo l'âge que vous avez vous-même en tant que parent. Hein. Ils ont 40 ans tous les deux. Les deux avaient le même projet professionnel, l'école de la météorologie de Toulouse. Bac S, chose qui va peut-être vous surprendre, l'un des deux est entré en classe préparatoire, a préparé le concours, l'a réussi et est devenu météorologue. Circuit classique, passant par des filières à fort degré d'encadrement, qui lui convenaient. L'autre, il a pété les plombs en première année de classe préparatoire, alors qu'il était bon élève scolairement. Il avait les prérequis pour la réussite, mais il n'avait pas le mental. Son redoublement, il n'a pas voulu le faire en classe préparatoire, il est repassé par la fac, il est allé jusqu'à la licence, il a passé le concours parallèle d'accès à l'école de la météorologie, il l'a réussi, il n'y avait plus que 3 places sur 200. Du moment qu'une des 3 c'était pour lui, c'est bon, ils sont sortis tous les deux de la même école, en n'ayant pas du tout fait les mêmes cheminements pour y arriver. Donc, vous voyez, derrière ces réflexions sur encadrement ou pas trop d'encadrement, il y a quelque chose de profond, hein, qui est quel est le bon parcours pour moi? Et ce n'est pas forcément le bon parcours pour le voisin. Il y a un deuxième critère de choix que je vous invite à mettre en œuvre, c'est celui du, comment on pourrait appeler ça, le devenir professionnel. Est-ce qu'au moment du candidat, où le candidat s'exprime en terminale, vous avez un nombre devant vous encore, hein, est-ce que le candidat est porteur d'un projet professionnel sur lequel il peut se fonder avant de choisir? Si je suis un élève de terminale générale, mon projet c'est de devenir officier de l'armée de terre, pourquoi tourner autour du pot? Pourquoi attendre? Pourquoi aller ailleurs? Je peux parfaitement frapper à la porte d'écoles militaires qui forment des officiers de l'armée de terre en 5 ans. Il y en a plusieurs. Par exemple, l'École nationale de la gendarmerie. Mais je peux aussi me dire, j'ai pas encore de projet professionnel. C'est pas assez clair dans ma tête. Je me donne le droit de changer d'avis, ou je me donne le droit de faire émerger ce que je n'ai pas du tout l'idée d'avoir en tête aujourd'hui. Et pourtant, je dois choisir. À défaut de choisir une formation en fonction du débouché professionnel, à ce moment-là, on va la choisir en fonction du bilan scolaire et personnel de ce qu'on est au moment où on est en terminale. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans un très lointain passé, j'étais professeur principal pour un élève qui était en train de préparer, à l'époque, c'était le bac B. Certains d'entre vos parents l'ont passé sûrement, l'ancêtre du bac ES aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, le bac ES s'est effacé à son tour depuis. Cet élève devait approcher la date limite au-delà de laquelle il ne pourrait plus tourner autour du pot quant au choix des études supérieures. Et moi, je lui ai dit, écoute, je serai toi, je me baserai sur mon bilan scolaire. Puisque tu n'as pas de bilan professionnel, tu ne vas pas jouer ta vie à pile ou face. Tu peux très bien partir du constat que dans ton bilan scolaire, il y a un certain nombre de matières qui ont l'air de bien te convenir. Lui, je peux vous dire, c'était les langues, les sciences économiques et sociales, essentiellement. Les maths, ça ne lui convient pas, et d'ailleurs les résultats, il bien qu'il était lucide. La philo, c'était pas trop son truc. Donc lui, il était bon en langue, et franchement bon, et il avait une appétence forte pour les sciences économiques et sociales. Moi, mon conseil, ça a été de lui dire,
Tu ne sais pas ce que tu vas en faire, mais si tu vas vers le secteur des études supérieures de langue, tu sais que tu vas réussir puisque tu as les bases. Donc, mon conseil a été qu'il s'inscrive en langues étrangères appliquées à l'université. Alors, il m'a dit, oui, mais ma mère aimerait que je fasse une école de commerce international. Ça n'a aucun sens, tu n'as pas de projet professionnel. Qu'est-ce que tu vas leur dire au moment de l'entretien? Tu n'auras rien à présenter de ce type, ils ne te prendront pas. Et si c'est l'hôtellerie, qu'est-ce que tu me parles d'hôtellerie, de tourisme, de traduction, d'interprétariat, alors que tu n'as pas de projet professionnel? Tu as par contre besoin de temps pour qu'il jaillisse plus tard. Et donc, tu vas avoir besoin de faire un premier cycle général. Et comme tu ne peux pas tout faire, il va falloir que tu te fondes sur les domaines de connaissances dans lesquels tu es bon. Et toi, c'est les langues. Chacun son truc. Il y en a, c'est les maths, il y en a, c'est les langues, il y en a, c'est rien du tout. Toi, tu as une chance. Tu as un levier à partir duquel tu peux baisser les bras pour t'élever. Voilà. Langues étrangères appliquées à l'université. Premier semestre un petit peu décevant. Alors, pas du point de vue universitaire, il avait de bons résultats, normal, il avait des fondations qui faisaient tout ça, mais il y voyait toujours pas très clair en matière de devenir professionnel. Sauf qu'en cours de deuxième année, il a fait un stage dans un milieu qu'il ne connaissait pas du tout, la gestion hôtelière, et ça lui a convenu. Il a validé ce premier projet par un deuxième stage quelques mois après dans le même milieu, confirmation. Cet élève est arrivé en troisième année avec un double objectif, préparer des concours d'entrée dans les écoles hôtelières, préparer ma licence de langues étrangères appliquées, coup double. Il est entré dans une école hôtelière. Aujourd'hui, il travaille chez Accor, et c'est lui qui dirige l'hôtel Hilton de Paris, Roissy. Elle n'est pas belle la vie? Vous voyez comment ça a fonctionné, hein? Où j'ai un fondement de projet professionnel, je peux m'appuyer là-dessus pour dire, tiens, je vais faire les études qui correspondent à ça, médecin, militaire, expert comptable, prof de maths, etc. Ou je n'ai pas cela et je repousse de 2 ou 3 ans le moment de ce choix professionnel en passant par une formation générale. Et cette formation générale, je la choisis non pas en fonction des débouchés professionnels, puisque je n'en ai pas en tête, mais en fonction de la bonne relation qu'il y a entre mon bilan scolaire de départ et les attendus de cette filière. Or, les attendus, on les publie. Je ne pourrais pas dire après, je ne savais pas. Ils sont clairs. Donc voilà, créer de l'adéquation. Troisième critère de choix, pas toujours facile à mettre en œuvre d'ailleurs, la durée des études. Courte ou longue? C'est un sacré choix, ça. Hein, et ils sont obligés de le faire. Hein, et vous avec eux. On ne peut pas demander les deux. Alors si dans la liste, ce qu'il y a jusqu'à 20 vœux, il peut mettre des formations courtes, un BTS, un IUT, etc. Il peut mettre des formations longues, un master, une grande école. Mais au bout du compte, quand vont arriver les réponses, s'il a plusieurs oui, il faudra qu'il en choisisse un et un seul. Est-ce que ce oui correspondra à une filière longue ou une filière courte? Donc il vaut mieux y réfléchir à l'avance. Parce qu'il aura très très peu de délai pour répondre à cette question. Et s'il ne le répond pas dans 3 jours, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, on se retrouve devant le choix entre des formations en 2 ou 3 ans qui peuvent se suffire à elles-mêmes, un BTS par exemple, un DUT, un bachelor, une école d'infirmière, une école de formation de sous-officier de l'armée de terre, une école de journalisme en 3 ans, il y en a plein. Le cours, plus de 3, les licences professionnelles aussi. Et puis le long c'est 5 ans minimum. Hein. Master, grandes écoles, ces grandes écoles recrutent niveau bac pour après une classe préparatoire. Voilà, j'ai le choix entre des parcours courts ou longs. Quand on discute avec vos enfants et qu'on essaie de voir où est leur avenir, vous en avez évidemment de plusieurs catégories, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé. Quand on leur demande, mais c'est quoi, selon toi, la différence principale entre les études courtes et les études longues? Ils y voient le critère de la durée. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Hein. C'est pas pareil que de faire 2 ans d'études pour un BTS, plutôt que 8 pour devenir expert comptable.
Et si mon BTS est un BTS comptabilité, je n'aurai pas accès au métier d'expert comptable qui est réglementé et qui exige que j'atteigne le diplôme d'expert comptable. C'est pas pareil que d'entrer dans une école d'infirmière et d'y préparer le diplôme d'état d'infirmière en 4 ans, ou de viser un métier de médecin généraliste qui, lui, demande des études de 7 ans. Il n'y a pas de pont entre les deux. C'est l'un ou l'autre. Si ma cible, c'est médecin, alors il ne faut pas que j'entre dans une école d'infirmière. Si ma cible, c'est infirmière, alors c'est pas la peine de passer le concours d'entrée dans la médecine, parce que ça ne servira pas à ça. On a toutes ces subtilités à avoir en tête. Donc les élèves prennent comme critère 1 la durée. Ils n'ont pas tort, mais est-ce qu'ils mesurent qu'à la sortie, c'est plus la même chose? Et là, on parle d'ambition. J'étais cet après-midi avec un élève qui a une cible professionnelle, la comptabilité supérieure. Et dans l'idéal, commissariat aux comptes, expert comptable, bac plus 8. Nul n'est autorisé à exercer ce métier s'il n'atteint pas le diplôme d'expert comptable. C'est la loi, dans toute l'Europe, pas uniquement en France. Quand il a vu le long parcours que ça représentait, il m'a dit, écoutez, trop long pour moi, avec des tas d'incertitudes, qu'est-ce qui se passe si j'échoue à tel niveau, etc. Il m'a dit, moi je voudrais y aller étape par étape. Alors on a pris une décision tous les deux, moi je vais expliquer la différence. Il a commencé par s'inscrire à l'IUT, en formation brevet, diplôme universitaire de technologie de gestion et comptabilité et finance. Sachant qu'au bout de 2 ans, il peut rentrer dans le métier. À ce moment-là, il ne sera pas expert comptable, hein, ça ne suffira pas. Mais il peut aussi essayer de poursuivre. Et par accord, à partir de la 3e année d'une licence pro comptabilité, par exemple, puis un 2e cycle universitaire en comptabilité, audit, etc., arriver jusqu'à bac plus 8 et expertise comptable, et il peut faire du bac plus 8 en commençant. Autrement dit, faire du cours, ça peut avoir 2 fonctions. Ça peut d'abord avoir une fonction de conduire à des métiers intermédiaires. Pas supérieurs, hein, intermédiaires. Je rentre à partir de ma vocation de vouloir faire une carrière militaire dans une école militaire en 3 ans, c'est pour être sous-officier, pas officier, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de honte à ça, et c'est clair au départ. Si par contre je veux devenir officier, il y a une école en 5 ans et plus. Et ce n'est pas les mêmes. Donc dès le départ, il y a un problème de différentiel d'ambition. Où est-ce que je mets mon propre curseur d'ambition à la sortie? Parce que derrière, ça ne sera ni les mêmes métiers, ni les mêmes qualifications, ni les mêmes salaires, ni les mêmes carrières. Et puis il y a un deuxième motif qui peut expliquer que certains optent pour le cours, c'est pas uniquement parce qu'ils veulent faire rapidement une intégration sur le marché de l'emploi. Pour certains, c'est un moyen de contourner les premières années d'études longues qui ne conviennent pas. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ces élèves qui entrent dans une école d'ingénieur après 2 ans de classe préparatoire. Mais la classe préparatoire, ça ne convient pas à tout le monde. On peut être bon élève et péter les plombs en classe préparatoire parce que le rythme de travail, le niveau d'exigence. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Même si on a les fondements scolaires pour la réussite. Et bien vous avez des élèves qui décident de faire un détour par un BTS, un DUT, un bachelor, ou une école en 3 ans, et qui cherchent ensuite à rebondir par ce qu'on appelle les admissions parallèles. Et je vous donne un deuxième exemple, après je vous passe la parole. Moi, quand j'étais prof principal, je me rappelle d'une élève qui avait un projet. Elle voulait devenir avocat d'affaires. Avocat d'affaires, c'est un métier réglementé. Avocat d'affaires, ça veut dire minimum bac plus 8. Licence de droit, master de droit privé, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, bac plus 8. Je lui conseille d'aller aux journées portes ouvertes de l'université, qui était celle qui était la plus proche de chez elle, c'était Nice, je me souviens bien. Et le lundi, elle me dit au retour, monsieur, je ne mettrai pas les pieds là-dedans. Donc, non, tu renonces à ta carrière. Elle ne me dit pas du tout, je renonce à passer par la licence de droit pour faire ça.
Parce que je suis allé aux journées portes ouvertes, mais j'ai vu un amphi bondé, du bruit, du manque d'encadrement, je vais me noyer là-dedans. Par contre, j'ai vu qu'à l'IUT, il y a une filière qui s'appelle carrière juridique. Ça ne dure que 2 ans, mais on lui a expliqué que si son parcours est positif, elle pourra négocier une équivalence totale ou partielle des 2 premières années de la licence et se retrouver éventuellement directement en 3e année. Or, en 3e année, on a de l'encadrement parce que les effectifs ont fondu. Et c'est le parcours qu'elle a réussi. Aujourd'hui, elle est avocate d'affaires, elle est très heureuse dans son métier. Elle a fait du long en commençant par le cours. Je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce, qui ont un recrutement normal au niveau Bac plus 2, après une classe préparatoire, et qui ont fait un détour via des formations plus courtes. Savez-vous qu'aujourd'hui, 75% des bachelors rebondissent vers les programmes de grande école en dispense du concours. En dispense du concours. C'est même un motif très marketing d'attraction des élèves de la terminale pour les bachelors et d'avoir ce phénomène-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Ce sont des réflexions -1. On a la possibilité pendant 20 minutes à peu près, si j'ai bien calculé, oui c'est ça, d'avoir un échange. Est-ce que c'est M. Gontier ou M. Vallée qui pose des questions? Effectivement, on a 2-3 questions sur le chat. Vous les voyez, concernant les prépas notamment. Alors, attendez, j'arrive. Doit-on toujours faire une école prépa pour entrer en école d'ingénieur? Alors là, je suis l'artisan virtuel Bolt de Zoom, donc c'est pas ça. C'est la discussion en bas de l'écran. Et ça arrive ensuite à votre droite. Vous pouvez me les dire oralement parce que j'y accède pas là. Tout à fait. Donc, doit-on faire toujours une école prépa pour entrer en école d'ingénieur? Alors, ça n'a jamais été le cas, même si c'est souvent recommandé. Pour entrer dans, alors d'abord, les écoles d'ingénieurs. 276 écoles, de tout statut, privés, publics, universitaires, associatifs, en France entière, délivrent le titre d'ingénieur. Elles sont ciblées sur des secteurs d'activité ou polyvalentes. Par exemple, les écoles d'agriculture, les écoles du secteur physique-chimie, de mécanique automobile, d'informatique industrielle, etc., etc. Pour y accéder, il y a 2 portes d'entrée principales. La première, c'est de se présenter aux épreuves du concours niveau bac. Voilà, je suis un élève du terminal, vous êtes en première, c'est maintenant, et vous présentez aux épreuves, et si vous les réussissez, vous intégrez la première année de ces écoles et vous partez pour 5 ans. Dans ce cas-là, on ne passe pas par des classes préparatoires. Deuxième formule, je vise celle de ces 276 écoles qui recrutent à Bac plus 2, après 2 ans de classe préparatoire. Et pour les élèves qui sont intéressés par ces écoles-là, il y a une deuxième porte d'entrée qui est en passant par du cours. On vient de le voir. Le BTS, un DUT, un bachelor. Je me présente aux épreuves de sélection parallèles qui me permettent de rejoindre ceux qui sortent de classe préparatoire au cadre réussite. Et ensuite, je fais mon parcours normal sur une base Bac plus 2 plus 3 ou Bac plus 3 plus 2 suivant le système que j'ai suivi. Donc, il n'y a pas que des écoles typées prépa obligatoire. Il arrivera qu'on parle de prépa intégrée. Donc, la prépa intégrée, en réalité, c'est une intégration en première année avec ensuite, bien sûr, un concours de passage en deuxième année et qui ne permet de passer que dans l'école dans laquelle on a fait sa première année. C'est le modèle, par exemple, des instituts nationaux des sciences automatiques, les INSEE. Le titre d'ingénieur est un titre réglementé dans toute l'Europe, pas uniquement en France. Il est délivré par des écoles qui ont reçu la triple habilitation du ministère de l'Éducation nationale, des communautés européennes et de la Fédération des industries et des activités tertiaires.
Donc, le titre d'ingénieur est réglementé. Il y a de vraies et de fausses écoles d'ingénieurs. Méfiez-vous. Regardez bien quel est le label attaché au titre à la sortie. Autre question? Oui, alors nous avons encore 2 questions concernant les prépas. Alors, doit-on faire une prépa pour intégrer médecine? Et même question pour Sciences Po, pour intégrer l'IUP. Alors, longtemps pour médecine, encore une fois, je rappelle, vous voyez. Oui, donc doit-on faire une école prépa pour faire médecine? Et une deuxième Voilà. question, même chose sur l'IUP. Je veux dire, longtemps, quand on voulait rentrer en médecine, médecine, ça recrutait en France un bac plus 1. Ça ne recrute pas en première année. Il n'y a pas de première année de médecine, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il existe une première année, à l'issue de laquelle on passe les épreuves d'un concours de passage en deuxième année, qui est peut-être médecine, qui peut être pharmacie, qui peut être odontologie, qui peut être sage-femme, qui peut être massage kinésithérapie. Et le passage, là, c'était la PACES, la première année des études de santé à l'université. Certains établissements, souvent privés hors contrat, proposaient des suppléments de formation en parallèle à cette année de PACES pour renforcer le niveau de l'élève, du candidat, et augmenter ses chances d'être reçu. On a vu tout à l'heure que le système a été réformé cette année, comme dès 2020, avec une suppression de la PACES, considérée comme étant trop productive d'échecs, et la possibilité désormais de passer par une première année qui s'appelle la PASS, première année du parcours spécifique santé, ou la licence à orientation santé. Du coup, les anciennes classes préparatoires en filière médicale ont disparu. Mais ce qui perdure, c'est l'accompagnement tout au long de l'année de première année de la fac de santé. Et ce ne sont pas de vraies classes préparatoires. Une vraie classe préparatoire, ça dure 2 ans, ça passe un concours à bac plus 2, il y a des équivalences pour passer directement en troisième année de licence. Là, on est tout à fait sur autre chose. On est sur une espèce de remise à niveau pour un élève qui n'est pas assez fort pour réussir le concours directement en fin de première année de médecine et qui a besoin de faire un peu plus en ayant des cours en plus. Alors, il y a bien entendu des cours qui, eux, sont privés et payants et sans aucune garantie qu'à la sortie, il y ait un résultat correct. Autre question? Oui, même question, toujours sur les prépas, pour intégrer… Oui, Sciences Po. Sciences Voilà. Po. Alors, on est sur un peu le même scénario. Sciences Po, c'est une formation en 5 ans à recrutement niveau bac. Donc, officiellement, il n'y a pas besoin de classe préparatoire, puisque le recrutement se fait niveau bac. Donc, on est un peu dans le cas de figure des écoles d'ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, qui ont pour caractéristique d'offrir des concours d'entrée pendant l'année de terminale. Alors, attention, si c'est ça votre objectif, il va falloir, en plus de la préparation du bac, bosser les épreuves du concours. Pour Sciences Po, vous aviez jusqu'à l'année dernière 4 concours au choix, sachant que rien ne vous interdisait d'en cumuler plusieurs. Alors, vous avez le concours Bordeaux, c'est un concours autonome. Vous aviez le concours Grenoble, deuxième concours autonome. Vous aviez le concours Paris, troisième concours autonome. Et un quatrième concours qu'on appelait l'Hexa-concours, qui, sur une seule banque d'épreuves commune, permettait de frapper à la porte des instituts d'études politiques de Rennes, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse. Ça, c'est l'ancien système. Ce système disparaît et est remplacé par un système de sélection sur dossier, avec une grosse épreuve d'entretien de motivation en langue anglaise. Et du coup, la volonté des instituts d'études politiques, c'est clairement de recruter principalement des élèves dans la foulée du bac. Alors, rien n'interdit de se présenter à ces épreuves de sélection quand on a fait 1 an ou 2 d'études supérieures. Et c'est un candidat qui fera un retour en arrière à Sciences Po s'il réussit ses admissions de cette façon-là. Cas particulier pour Paris. Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut préparer le diplôme de Sciences Po Paris à Poitiers, à Nancy, à Menton, au Havre,
et j'en oublie 2 autres. Autrement dit, le premier cycle de Sciences Po Paris a été décliné en province, dans des villes de taille importante. Alors malheureusement, vous êtes près d'Aix, donc c'est celui d'Aix. Il n'y a pas d'antenne parisienne dans notre région d'Occitanie. Mais ça existe pour la plus proche pour vous, elle est installée du côté de Poitiers. C'est toute la péninsule ibérique, la géopolitique du monde qui parle l'espagnol ou le portugais, c'est aussi l'Amérique du Sud. Menton, c'est les pays arabes et toute l'Asie. Le Havre, c'est plutôt l'Amérique du Nord. Nancy, c'est l'Est européen, et ainsi de suite. Très beau diplôme, superbe rapport qualité-absence de prix, très sélectif en contrepartie. Nécessité de préparer des épreuves à l'avance. Et il n'est pas interdit de s'y mettre quand on est en première. Très bien. Autre question. Trouvez les fiches des attendus précisant les spécialités nécessaires à telle ou telle filière. Alors, il a été demandé aux établissements d'enseignement supérieur de s'abstenir de publier des listes d'enseignement de spécialité par formation. Mais moi, je donnais tout à l'heure 2 exemples qui vont prouver que dans certains cas, ils vont le faire. En tout cas, on les trouvera sur le site Parcoursup à partir du 21 décembre. Alors, il faut faire attention, vous allez avoir les attendus pour la campagne de recrutement en première année en 2021. Vos enfants seront encore en première. Donc, pour les vôtres, il faudra une piqûre de rappel sur l'information 1 an après pour voir si ces attendus-là ont ou n'ont pas évolué. Et il n'est pas impossible qu'en un an, il y ait des inflexions qui soient apportées. Mais grosso modo, elles sont claires. Est-ce que c'est les maths? Est-ce que c'est la biologie? Est-ce que c'est les sciences psychosociales? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est la géopolitique, etc. etc. Ça sera écrit sur les fiches descriptives des attendus de chaque formation. Une autre question. Avec la réforme, quelle licence pour intégrer médecine? Je crois que ça a déjà été évoqué. Alors oui, mais c'est une réponse multiple. Alors, il n'y a pas une licence médecine, encore une fois, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est 2 premières années des facs de santé. Une première année qui s'appelle PAS, P-A-2-S, première année du suivi des études de santé. C'est l'équivalent de l'ancienne PACES. C'est là qu'il y aura le plus de place à prendre. C'est là aussi que les meilleurs élèves seront présents. Et puis vous avez les licences accès santé qui ont une mineure d'études scientifiques de type biologique venant s'ajouter à un principal qui est lié à la licence choisie. Ça peut être du droit, ça peut être de la biologie, ça peut être de la psychologie, ça peut être des STAPS. Et à la fin de l'année, chacun bénéficie d'un quota de place pour entrer en 2e année de ce parcours, cette 2e année étant la première du parcours spécialisé. Par exemple, 2e année de médecine, ça ne veut pas dire que j'ai fait une première année de médecine, ça veut dire que j'ai fait une passe en première année avant d'être admis en 2e année. Pour information, hein, si vous prenez SOS Parcoursup versus 2021, faites attention, c'est l'édition de cette année qui compte. Vous avez un grand schéma en page 93, 14 et 15 qui vous présente dans le détail toutes ces filières-là, y compris celles de santé. Alors, encore 2-3 questions. Peut-on accéder à Parcoursup dès la première? À titre informatif, oui. À titre d'inscription, non. Oui, c'est ça, en fait, c'est la question. Quelles sont les passerelles pour l'école vétérinaire? Alors, en France et à l'étranger, car ce n'est pas tout à fait le même cas de figure. En France, d'abord. Le passage normal se fait via des classes préparatoires spécifiques qui s'appellent BCPST. B comme biologie, BC comme chimie, P comme physique, et ainsi de suite. Donc c'est une classe préparatoire très bio. On y fait 2 ans de prépa, à l'issue desquels il y a plusieurs concours qui s'offrent aux candidats, dont les 4 concours d'entrée dans les 4 écoles nationales vétérinaires, qui recrutent donc après plus 2 plus 3.
Ça, c'est la voie, je dirais, classique. Le seul problème, c'est que des places dans ces écoles de vétérinaires, il n'y en a pas à la hauteur du nombre de candidats qui se présentent à l'issue de ces prépas. Donc, il y a d'autres écoles du secteur bio qui sont dans la même banque d'épreuves. Tout le secteur agroalimentaire, agronomique, etc., est dedans aussi. L'industrie pharmaceutique aussi. Et puis, vous avez un autre parcours possible. Ce sont les admissions parallèles en première année de l'école vétérinaire, mais un bac plus 3. Il faut passer par une licence de sciences biologiques. Certaines offrent une spécialité monde animalier. Par exemple, ça existe à Toulouse. Et 3 ans après, je me présente sur un concours spécial, spécifique, propre à ce genre de public, qui a atteint la licence et qui, sur le quota de places réservé, peut rejoindre les élèves qui sortent de prépa, qui sont les plus nombreux. Et puis vous avez le circuit étranger. Nous sommes en Europe. Il y a reconnaissance mutuelle des diplômes pour toutes ces professions. Donc certains petits malins ont bien compris qu'il y avait intérêt peut-être à faire ces études vétérinaires dans des écoles qui soient situées en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Roumanie, au Portugal, en Allemagne, et qui offrent la possibilité de rejoindre le marché professionnel des vétérinaires à la sortie. Le seul problème, évidemment, c'est qu'il faut partir faire ses études à l'étranger et ça coûte beaucoup plus cher. Une autre question, quid des études supérieures sur la filière architecture? Alors là, il y a 23 écoles classiques, ce qu'on appelle les écoles nationales d'architecture, les ENA, dans lesquelles on rentre sur concours niveau bac, et pas de classe préparatoire, possibilité de rejoindre la deuxième année sur admission parallèle, poste soit le BTS à l'architecture intérieure, soit les écoles de design, soit certaines formations artistiques en graphisme, et ensuite on part pour 5 ans pour aller jusqu'au diplôme national d'architecte, le DPLG, qui autorise à exercer en tant qu'architecte. Difficulté d'emploi assez forte, hein. C'est un secteur qui recrute peu. Alors, autre question, l'achat de l'ouvrage SOS Parcoursup est-il conseillé? Ce n'est pas son auteur qui va vous le déconseiller, mais chacun fait comme il le sent. Hein. N'hésitez pas, je peux me permettre une petite proposition. Faites vivre vos libraires locaux. Il n'y a pas que les restaurateurs et les cafetiers qui sont en crise. Les libraires en prennent plein la gueule. Donc, c'est bien les plateformes, c'est bien Amazon, c'est bien Parcoursup chez l'éditeur. Tout ça, pourquoi pas? Je peux comprendre quand on habite Mende, qu'on ait ce choix-là. Mais pourquoi pas aller chez le libraire du coin et lui passer directement comment? Vous allez le faire vivre, lui donner du sens social, et puis pour l'auteur comme pour moi, c'est pareil. Et ce qui n'est pas pareil, c'est que moralement, vous faites vivre votre région. Et elle en a besoin. Comme d'ailleurs la mienne, soit dit en passant. Voilà, deux dernières questions rapides. Y aura-t-il un résumé écrit de la conférence de ce soir? Mieux que ça, elle est enregistrée, elle est à la disposition de tout le monde. Exactement. Et dernière question, doit-on prétendre être dans les meilleurs, dans un BTS, IUT, pour intégrer une école de commerce en 3e année? Faut-il être le meilleur en BTS ou IUT pour intégrer une école de commerce? Si c'est pour entrer à HEC, oui. Si c'est pour entrer à Subdeco, Trifluny-les-Oies, pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que les écoles de commerce, il y en a très exactement 180 en France. Toutes n'ont pas la même difficulté d'accès. Au plus une école est prestigieuse, au moins elle recrute en BTS. Donc avec un BTS, comme celui que vous dites, vous rentrerez plus facilement à l'école de commerce de Caen qu'à HEC ou à Kedge ou à etc. Voilà. Mais encore une fois, il vaut mieux être bon en BTS que moyen en bachelor ou en licence de sciences éco pour ce genre d'objectif. Ce qui est important, c'est d'être bon là où on est. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je comprends que ce ne soit pas simple, mais aucun système ne fonctionne sur une automaticité d'entrée uniquement parce que j'ai un BTS.
Cela dit, des écoles qui recrutent après un BTS, il y en a plein. Voilà, d'ailleurs, quelqu'un précise qu'il y a école de commerce et école de commerce, effectivement. Oui, d'ailleurs, les vraies écoles de commerce aujourd'hui refusent de s'appeler école de commerce. Regardez, pourquoi est-ce que ne dites plus Subdeco Montpellier, ne dites plus Subdeco Bordeaux, ne dites plus Subdeco Marseille, ça n'existe plus. Parce qu'ils estiment, je crois qu'ils ont raison d'ailleurs, que la variété des métiers auxquels on prépare dans ces écoles est devenue telle que le secteur commercial n'est qu'une partie de l'ensemble. On forme aussi au métier de la banque, de la finance, des relations internationales, du marketing, de la communication, de l'événementiel, des produits de luxe, du commerce international, etc., etc. Et donc, appeler ces écoles des écoles de commerce, c'est renvoyer à ce qui, il y a 50 ans, existait, elles étaient spécialisées en commerce. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, peut-être une toute dernière qui est intéressante, me semble-t-il. Voilà, il y en avait une qui était peut-on postuler sur plusieurs facultés, notamment de droit, évidemment. Par contre, attention, l'an dernier, il était difficile d'avoir une école hors de la région, effet Covid. Point d'interrogation. Alors, oui, effet Covid, j'en sais rien. Je veux dire, dans le dossier de candidature, est-ce qu'il serait allé jusqu'à regarder où habiter le candidat en se disant s'il a 700 km à faire, il va nous laisser tomber en cours d'année. Je rappelle que les procédures de recrutement l'année dernière ont eu lieu au printemps. Au printemps, on était en plein Covid, mais je ne vois pas beaucoup d'écoles ou de formations universitaires qui ont tenu compte de l'adresse du candidat pour pouvoir prendre ou ne pas prendre un candidat. Ils ont cherché les meilleurs d'où qu'ils viennent. Le principe même de la sélection, c'est on prend les meilleurs d'où qu'ils viennent. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour les filières non sélectives de l'université que pour les autres filières sélectives. Mais il n'y a pas de priorité d'accès aux critères géographiques. Si vous avez une velléité d'être candidat pour aller faire votre droit à Brest, vous avez le droit de demander Brest. Charmante ville, au bord de la mer, un petit peu plus fraîche que la vôtre, je le comprends, mais c'est un droit. C'est le droit d'être candidat. Et ensuite, on regarde combien il y a de candidats par rapport au nombre de places et on fait jouer ce qu'on appelle les vases communicants. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Nous sommes dans les temps. Bien, je vous remercie pour votre écoute. Je dis aux parents qui le souhaitent que si dans les jours qui viennent, ils ont des questions autres que celles qui ont été posées à me faire parvenir, ils peuvent passer par M. Vallée qui s'est engagé à me les transmettre. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Magliulo. Merci à vous tous.